Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de On s'autorise à penser. Avant de démarrer cette émission, nous avons quelque chose de très important à vous dire. L'avenir du média est en jeu. Nous risquons vraiment de quitter vos écrans. Nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels d'ici le 30 juillet. Et pour que cette campagne démarre sur les chapeaux de roue, soyons fous, faites partie des 3 000 nouveaux donateurs mensuels dès cette semaine. Les dons mensuels sont également défiscalisables. Permettez au premier média télé indépendant de France d'exister et de se développer. Rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Peut-on sortir du capitalisme sans l'omniprésence de l'État ? Et si la solution passait par l'autogestion générale ? On en parle tout de suite avec Guillaume Etiévent, auteur de Autogestion générale. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour Guillaume, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Tu es expert économique auprès des CSE et des syndicats, co-rédacteur en chef de Frustration Magazine. Tu publies Autogestion générale dans le cadre d'une collection Frustration X, la maison d'édition Les Liens qui libère. Dans ton parcours, tu as aussi largement contribué au programme économique de Jean-Luc Mélenchon lors des campagnes présidentielles de 2012 et 2017. Est-ce que ce parcours a influé sur cette proposition d'autogestion générale? Oui, tout à fait, puisqu'à la fois mon métier me permet d'être au cœur des entreprises, puisque je conseille économiquement les représentants du personnel, les syndicats, pour essayer de pouvoir avoir des revendications qui se basent sur des données concrètes, sur les marges de manœuvre financières réelles des entreprises, etc. Et dans le cadre de ce métier, j'aide les syndicalistes et je suis confronté directement à leur direction et donc au pouvoir des actionnaires sur ces directions et sur l'entreprise. Donc forcément, ça a beaucoup nourri mes réflexions depuis des années et pour ce livre en particulier. Et puis, par ailleurs, le fait que j'ai été moi-même militant politique et à la direction du parti de gauche, comme tu l'indiquais, ça m'a amené aussi à analyser un petit peu la place qu'a le travail, la propriété lucrative du capital, etc., dans les programmes politiques, dans les différentes organisations et dans le militantisme en général. Donc ça aussi, ça a un petit peu amené certains éléments du livre. D'ailleurs, tu en parles au début de ton livre, de ton rapport, toi, personnel au travail aussi. Ton expérience dans des milieux très managériaux, très marketing, ça aussi, j'imagine que ça t'a impacté. Ce qui m'a impacté, c'est à la fois de constater l'organisation du travail actuelle dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, la souffrance au travail qui est créée par les organisations du travail qui sont gérées pour aboutir à un niveau de rentabilité du capital de plus en plus élevé. Donc j'ai vu ces organisations du travail de plus en plus déstructurées, etc. Et puis j'ai moi-même pu travailler dans une entreprise en autogestion. Donc j'ai pu aussi analyser un petit peu tout ce qu'il y avait de bien dans ces modèles-là et ce qu'on peut réfléchir à améliorer, puisque ça ne suffit pas à soi-même de dire qu'on va s'organiser en autogestion. Il faut un cadre à ça pour éviter pas mal de dérives. Donc oui, il y a toutes ces expériences-là qui ont enrichi mon propos. Tu parles donc d'un problème, ce que tu viens d'évoquer, à savoir que le problème de la souffrance au travail, tu dis aussi que le travail contamine toutes les autres sphères de l'existence. Comment ça se manifeste ça concrètement sur la contamination de la vie privée ou de la famille comment ça se manifeste ? En fait, le travail a trop de place dans nos sociétés. Il a trop de place en termes de durée du temps de travail, que ce soit la journée, la semaine, l'année ou toute la vie. On travaille trop longtemps, donc déjà ce travail a trop de place. Et il est de plus en plus difficile de se déconnecter de ce travail. Donc il y a une pression mentale sur l'ensemble des salariés qui fait que quand ils rentrent chez eux après leur journée de travail qui a déjà été très longue, ils ont du mal de s'en sortir. Évidemment, les outils numériques contribuent largement à cette difficulté de déconnexion. Et donc du coup, les relations individuelles, les relations familiales, amicales, etc. sont gangrénées par ce travail qui reste omniprésent, qui crée du stress. Ce stress peut rejaillir sur les femmes, par exemple, sur les enfants, on le sait. Donc, il y a l'ensemble de ces éléments-là. Et puis, les rapports de domination qu'on connaît au travail créent une habitude de cette domination. Quand on est dominé soi-même ou qu'on domine au travail toute la journée, et on passe la majeure partie de notre temps éveillé au travail, en réalité, et bien après, dans son quotidien en dehors du travail, on peut avoir tendance à reproduire cette domination-là. Donc c'est pour ça que je pense que la domination capitaliste au travail, ce n'est pas la seule. Il y a tout un tas d'autres dominations dans la société, mais les dominations qu'on y connaît
domination patronale avec ce rapport de subordination, le racisme en entreprise, qui est très généralisé, la misogynie en entreprise, l'homophobie en entreprise. Ça exacerbe toutes les autres dominations qui existent même en dehors d'un régime capitaliste, bien sûr, mais ça les exacerbe au quotidien. Le problème pour toi aussi, c'est de poser la question de comment concrètement sortir du capitalisme. Tu dis également que c'est quelque chose dont on parle beaucoup à gauche, mais qu'on n'a pas une visibilité très claire sur la méthode. Et selon ton analyse, les mécanismes de nationalisation massive, c'est une politique qui ne fonctionne pas vraiment, notamment dans les rapports internes en entreprise, justement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la sortie du capitalisme, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, il y a beaucoup de penseurs qui analysent les choses sur ce sujet. J'en cite certains dans le livre, c'est très enrichissant. Mais par contre, quand on regarde les programmes politiques ou même les résolutions des grandes confédérations syndicales, la sortie du capitalisme, soit c'est une abstraction, soit elle se résume, comme tu l'indiquais, aux nationalisations des grands secteurs, de l'énergie, du transport, des banques, etc. Or, l'histoire montre que les nationalisations n'ont pas permis d'émanciper les salariés, que ce soit dans les dictatures et les régimes autoritaires, bien sûr, mais également en démocratie. Quand à son arrivée en 80 au pouvoir, la gauche fait des grandes nationalisations. En réalité, ça n'émancipe pas les travailleurs et les travailleuses de ces entreprises nationalisées. On remplace une exploitation par une autre. Mais en réalité, l'exploitation capitaliste, on ponctionne la valeur générée par le travail et ça fait des dividendes pour les actionnaires. Oui. Et puis une rente avec le patrimoine qu'ils ont grâce à ça. Quand c'est l'État qui détient des entreprises, il prélève tout autant des dividendes sur le travail, voilà, sauf que ça remonte à l'État, mais le travailleur lui-même, il subit quand même l'exploitation. Et on sait bien que même au-delà des entreprises en tant que telles nationalisées, on sait bien que les conditions de travail dans la fonction publique, par exemple, les conditions de travail des professeurs, etc., ne sont pas toujours bonnes, très très loin de là. Donc il faut avoir au cœur de son sujet, à mon avis, les conditions de travail concrètes des gens, ce qu'ils vivent au quotidien, essayer de résoudre ce problème de la souffrance au travail. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de la propriété lucrative du capital. C'est pour essayer d'abolir cette souffrance au travail et cette exploitation. C'est pas juste pour passer d'une propriété privée à une propriété publique. Donc voilà, c'est en partant vraiment du quotidien des gens, du concret de leur existence. En voulant améliorer ça, on est forcé d'imaginer autre chose qu'une propriété publique, parce que l'État n'est pas du tout le garant de l'émancipation. Et même si on avait un parti très à gauche qui arrivait au pouvoir, je ne vois pas ce qui garantirait qu'il permettrait réellement d'émanciper les salariés. On voit les conditions de travail des gens qui travaillent dans les partis ou qui sont assistants parlementaires, etc. Ce n'est pas forcément des bonnes conditions de travail, ce n'est pas forcément mieux qu'ailleurs. Donc je ne vois pas ce qui garantirait qu'ils vivraient mieux dans un État géré par ce parti s'il ne prend pas à cœur le sujet des conditions de travail. Tiens, c'est intéressant, tu m'as fait une transition parfaite parce que tu parles aussi de ça, tu en as parlé dans un article pour Frustration aussi, des partis politiques de gauche qui ont une proposition politique qui est pensée dans un cadre bourgeois, dans un cadre traditionnel. La conquête du pouvoir est toujours pensée avec une logique d'accès aux responsabilités. Et tu questionnes justement l'efficacité de la chose. Est-ce que tu penses que c'est par ces cadres-là qu'on peut réellement installer un changement pour les travailleurs ? C'est un débat qui traverse la gauche, évidemment, le changement par les urnes ou par la mobilisation de la population elle-même. Je pense qu'il faut penser à un double mouvement, c'est-à-dire qu'un simple changement par les urnes, aujourd'hui, à mon avis, n'aboutirait pas à des modifications importantes du quotidien des gens. Certaines améliorations, c'est sûr. Arrêter un certain nombre de régressions, c'est sûr, et c'est déjà beaucoup, il ne faut pas renier ça. Mais si on veut réfléchir à un changement plus radical, ça ne suffira pas. Il faudra une mobilisation importante de la population, il faudrait des victoires concrètes dans les entreprises pour pousser un pouvoir à mettre en place des réformes plus radicales. En fait, le seul changement institutionnel, on le voit au cours du XXe siècle en France, il y a eu des changements institutionnels importants, quand même des réformes très positives, mais qui ne se sont pas attaqués concrètement à la propriété lucrative du capital. Le moment où on s'y est vraiment attaqué très concrètement, c'est lors de la Commune de Paris, où là, il y a eu vraiment une réappropriation par les travailleurs et les travailleuses des outils de travail. Ça a été réprimé massivement, dans le sang.
Et suite à cela, finalement, on a eu plutôt une logique républicaine, assez institutionnelle du changement social, qui a quand même amené beaucoup de choses, mais qui n'a pas permis d'abattre du tout le capitalisme. C'était d'ailleurs pas l'objectif, alors que dans d'autres pays qu'on passe cette histoire-là, finalement, les suites de la Commune de Paris, on ne les trouve pas en France. On le trouve, j'en parle dans le livre. En Algérie, en Espagne, au Chili, en Italie, etc. Peut-être, du coup, tu peux nous expliciter ces modèles, parce que moi, typiquement, l'Algérie, je n'avais absolument pas cette partie de l'histoire post-coloniale algérienne. Et surtout, tu le dis, tu dis que c'est pas non plus par hasard qu'on connaît pas cette partie de l'histoire, parce que la lecture de l'histoire est très eurocentrée en France et très basée sur l'Occident. Est-ce que tu peux nous parler de ces exemples, de ce qu'ils ont apporté dans ta réflexion ? J'ai fait le diagnostic que moi-même, j'ai été longtemps un peu enfermé finalement dans une certaine histoire de la gauche et de la transformation sociale. Aussi parce que j'étais militant politique et qu'on a certaines références qu'on se partage, et finalement on a du mal soi-même à en sortir. Et quand j'ai arrêté d'être dirigeant politique, ça m'a un peu ouvert le champ des possibles, je dois bien l'avouer. Et je me suis dit à lire bien d'autres choses que ce qui était indispensable à ma fonction de dirigeant politique. Et donc, du coup, là, je me suis intéressé à d'autres expériences que les expériences purement républicaines qu'on a l'habitude de mettre en avant en France, comme par exemple le Front populaire, le Conseil national de la résistance, etc., qu'on entend beaucoup. Et j'essaie de m'intéresser aux expériences vraiment qui avaient amené une réappropriation des entreprises ou des outils de travail par la population elle-même. Et donc, je cite quelques exemples pour montrer qu'il peut y avoir cette certaine spontanéité en fait, de la population, qui peut être en capacité de prendre en charge les choses. Et souvent, ce sont les appareils politiques qui verrouillent et qui essayent d'étouffer ça, parce qu'à un moment donné, ça commence à leur échapper. Donc, il y a l'exemple de l'Espagne des années 30, où notamment la ville de Barcelone avait été intégralement autogérée en 1936. Donc ça c'est George Orwell notamment qui raconte ça dans Hommage à la Catalogne, et puis Turin en 1919, donc ça c'est Gramsci qui le raconte, et puis en Algérie c'est au moment où il y a cette sortie du giron français, finalement il y a beaucoup d'entreprises dont les propriétaires s'en vont également, et donc ces entreprises elles sont pour une grande partie d'entre elles en autogestion par la dynamique de la population elle-même qui s'approprie l'outil de travail qui du coup est là et déserté, et après c'est organisé par le pouvoir qui essaye d'organiser cette autogestion dans le pays. Donc il y a une courte période autogestionnaire dans l'Algérie postcoloniale qui est assez intéressante, alors qui a du mal à fonctionner, ça ne dure pas très longtemps, ça pose quand même pas le problème économique, parce qu'il y a une partie des travailleurs, des ingénieurs, des gens qui ont des hautes qualifications, qui préfèrent parfois travailler dans des entreprises qui ne sont pas autogérées, parce que ça peut leur garantir moins d'égalité de salaire, donc plus de salaire pour eux, qui préfèrent parfois partir. Donc il y a des limites à cela, mais en tout cas c'est l'une des expériences assez intéressantes que je présente dans le livre. Ces expériences aussi se sont finies par souvent des fortes répressions, une forte violence, notamment en Espagne. Je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les nationalisations. Si tu écartes ce modèle, c'est aussi parce que tu dis qu'il y a les partis politiques, même de gauche, s'ils arrivent au pouvoir, il y a toujours une tentation autoritaire, il y a toujours un conditionnement et un risque d'autoritarisme, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, j'écarte pas complètement les nationalisations, parce que de toute manière, pour protéger, c'est ça qui n'est pas évident, c'est que pour protéger le modèle autogestionnaire, il faudrait de toute manière un État qui soit là et qui puisse mettre en œuvre un certain nombre de réformes que je présente dans le livre pour protéger ce modèle. Sinon, il ne tiendra pas dans la mondialisation financière néolibérale d'aujourd'hui. Et je pense que dans des grands secteurs de l'économie, il faudrait quand même mettre en place des nationalisations, mais avec un poids important des salariés et de la population dans leur gestion. Mais ce serait vraiment sur un certain pan de l'économie. Ce n'est pas ces nationalisations qui permettraient en tant que telles une sortie du capitalisme. C'est la faiblesse des partis qui le prétendent en mettant quasiment que cela en avant. Et on ne peut pas effectivement, comme tu le disais, se baser sur la nationalisation pour émanciper les travailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus que l'État ait trop de poids. Puisque on sait que malheureusement les gens qui ont du pouvoir ont tendance à vouloir l'augmenter et à souhaiter qu'il dure le plus longtemps possible, qu'on soit de droite ou de gauche. Il y a cette même tendance-là à la domination. Elle est malheureusement partout, et donc les garde-fous face à cette domination,
ce sont les droits de la population elle-même. Donc si on a un État trop puissant, finalement, et c'est le risque avec des modèles politiques de transformation sociale qui visent un peu mécaniquement à remplacer le système capitaliste par un tout autre système, clé en main, qui serait la solution à tout. Et là, finalement, on voit à travers l'histoire que ça se fait toujours au détriment de la population, que ça s'impose à elle, alors qu'en fait, il faut que la sortie du capitalisme soit un processus qui se fasse avec la population, et non pas un changement du jour au lendemain. C'est pour ça que je suis dans une démarche plutôt progressive, en fait, de ce schéma. Est-ce que c'est un peu ça qui t'a motivé à écrire aussi, c'est le fait que dans le paysage politique, la gauche radicale est désormais incarnée par moins d'aspects. Le prisme de lecture, c'est plus la liberté en soi de libérer les classes populaires, mais une hyper-planification, une hyper-présence de l'État, un investissement massif de l'État aussi pour réduire les inégalités, mais par contre toujours avec un étatisme très puissant. Tout à fait. En tout cas, c'est le cas de la principale force qui est la France insoumise. En tout cas, quand on dit gauche de rupture, souvent... Voilà. En tout cas, la force la mieux placée pour potentiellement accéder au pouvoir, c'est elle. Hein. Il y a d'autres partis très intéressants qui n'ont pas la même ligne. Effectivement, la question, c'est où est-ce qu'on met le curseur. Je trouve qu'en ce moment, le curseur est trop mis effectivement sur l'État, sur la redistribution. C'est-à-dire que quand on voit les réformes qui sont mises en avant dans le débat public, ça va être beaucoup la fiscalité. La taxation. Voilà, on va taxer alors c'est même pas taxer les profits, c'est taxer les super profits, c'est taxer les ultra riches. Donc c'est dans une logique, voilà, il y a beaucoup de profits qui est fait par le capitalisme de plus en plus. On va simplement essayer d'en récupérer une petite partie quand il y a des profits exorbitants, en particulier dans l'énergie en ce moment avec le pétrole, etc., pour le redistribuer un petit peu à la population. Donc c'est pas du tout inutile, il faut le faire, mais à mon sens c'est pas le nerf de la guerre. Et ça, je trouve qu'on oublie un peu. Alors j'espère que ça reviendra dans le débat public parce que les moments d'élection présidentielle sont des moments de conscientisation de la population. Et donc moi je souhaite vraiment que ces sujets puissent arriver sur la table. Et donc j'espère aussi convaincre quelques-uns et quelques-unes à LFI. Il y a beaucoup de gens qui sont très ouverts à ces idées-là dans ce parti, de la centralité du travail. C'est-à-dire d'avoir un projet. Il y a des réformes qui sont proposées par la France insoumise, mais je trouve que ce n'est pas suffisamment central. Et je pense que dans la campagne, la question de la souffrance au travail que subissent à des degrés divers finalement toute la population qui a un emploi, c'est un sentiment généralisé. On souffre tous au travail par moment, pas forcément tout le temps, à des degrés divers, mais on a tous des moments de souffrance au travail. Et donc, essayer de résoudre ça, et de le résoudre radicalement, je pense que ça peut parler à une grosse partie de la population, et ce sera intéressant dans la période. L'autogestion, est-ce qu'elle risque pas de reproduire des hiérarchies et des formes de domination entre les salariés, notamment à cause des discriminations et des formes sous-jacentes de domination au-delà de la hiérarchie? Oui, c'est tout le problème, en effet. C'est que ça ne suffit pas de dire qu'une entreprise va être en coopérative ou carrément en autogestion pour que les salariés soient libres en son sein. On sait que ce n'est pas le cas, que même dans les associations à but non lucratif, les gens peuvent aussi souffrir au travail. Donc, on peut souffrir dans tout type de cadre de travail. Donc, en fait, la domination peut réapparaître, effectivement, même quand il n'y a pas une hiérarchie stricte qui est organisée, avec une direction très stricte. Il peut y avoir des dominations qui s'organisent de manière plus diffuse dans des réseaux, dans des groupements de personnes, dans certains services, etc. Des dominations, des discriminations raciales, des discriminations sexistes qui se poursuivent malgré tout, en réalité, parce que la liberté ne garantit pas du tout l'absence de souffrance ou de domination. Donc il faut penser un cadre en fait, à ces entreprises autogérées, c'est ce que je propose aussi dans le livre, qui a un cadre des entreprises en autogestion qui garantissent déjà le respect du droit du travail, parce que souvent ce n'est pas le cas, parce qu'on constate que dans ces entreprises-là, dans certaines en tout cas, au nom de la cause qui est défendue par l'entreprise, ou dans les associations c'est pareil, on se permet de ne pas toujours respecter le code du travail en considérant que c'est un droit qui est fait pour les gens qui sont dans les entreprises privées classiques, mais comme on est dans des entreprises plus saines, entre guillemets, on n'en aurait pas besoin. Or, au nom de la cause, on doit accepter plus de choses. C'est très présent dans la souffrance au travail, en politique aussi d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Donc moi je pense qu'il faut déjà que le droit du travail soit respecté, que les syndicats aient leur place. C'est important, je pense, dans mon propos. C'est que même dans les entreprises autogérées telles que je les imagine, il y aurait une place des syndicats pour défendre les salariés. Parce que ce n'est pas parce qu'on élit une direction qu'elle va prendre que des décisions qui vont dans le bon sens. Donc il faut avoir une réflexion sur les entreprises autogérées
comme on l'a, par exemple, sur la République en France. On se questionne, est-ce qu'il faut passer une 6e République? On voit que la 5e est insuffisamment démocratique et de plus en plus autoritaire. Est-ce qu'on est toujours en démocratie? Ça se discute. Pour moi, c'est pareil en entreprise, et dans des entreprises, même libérées de la domination capitaliste, il faudrait réfléchir ensemble à comment organiser la gouvernance de ces entreprises pour que les gens y soient réellement émancipés. Je te pose la question parce que tu viens de citer ce modèle, le modèle coopératif. Tu en parles un peu dans le livre aussi, où tu ne le considères pas comme une solution à terme, en tout cas. C'est quoi ses limites? Parce que nous, ça nous intéresse, parce qu'on a une coopérative ici aux médias, justement. Donc, c'est quoi ses limites et c'est quoi ses avantages sur un court terme? Alors, le problème aujourd'hui des coopératives, c'est que c'est une niche, en fait, de l'économie. Alors, il y en a quand même pas mal en France, y compris des entreprises d'une taille assez importante. Mais ça reste une niche de l'économie et donc qui est confrontée à la concurrence avec les entreprises privées classiques. Et donc, il y a beaucoup de coopératives qui, malgré tout, sont quand même dans une logique de recherche de compétitivité, de diminution de coûts, etc., pour survivre dans cet environnement-là. Donc, moi, mon objectif, c'est une généralisation, en fait, de l'émancipation des salariés. Et le secteur coopératif en France, d'en faire quelque chose de plus généralisé pour transformer l'économie, ce qui était l'idéal autogestionnaire dans les années 60-70, de ce que j'évoque aussi dans le livre, la période où les syndicats, en tout cas la CFDT, qui était importante à l'époque et qui n'était pas du tout la CFDT d'aujourd'hui, qui a beaucoup changé, était dans une situation de syndicaliste et que tu présentais comme CFDT, j'étais surpris à chaque fois. Ça surprend, mais vu ce que c'est devenu. Parce que la défense de la liberté de la CFDT, c'est devenu une défense simplement de la liberté du marché, au détriment des salariés. Mais à l'époque, c'était une défense de l'autogestion pour transformer le capitalisme. Moi, c'est ce que je défends. Et aujourd'hui, le secteur coopératif ne transforme pas le capitalisme. C'est une niche. Et par ailleurs, dans l'organisation, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, l'organisation des coopératives elles-mêmes, finalement, c'est très diversifié. Vous en avez qui sont en autogestion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique hiérarchique qui s'organise. Il y a vraiment une égalité de l'ensemble des salariés. Mais ça reste peu parmi l'ensemble des coopératives. La plupart des coopératives, en fait, on vote pour une direction, on vote en assemblée générale pour des grandes orientations stratégiques, mais le vote ne suffit pas à faire la démocratie, le vote ne suffit pas à émanciper. Il peut y avoir des rapports de domination, d'ailleurs, dans ces assemblées générales, etc., comme dans tout parti politique, par exemple. Donc, en fait, les coopératives, c'est bien, ça devrait être plus développé, mais le modèle coopératif tel qu'il existe aujourd'hui est insuffisamment autogestionnaire, à mon sens. Pour faire développer notre coopérative et nous permettre de survivre, on a lancé une campagne cap sur les 10k.lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on puisse continuer de vous proposer ce genre de format, justement, où on peut réfléchir prendre le temps de réfléchir sur le travail. Est-ce que les changements des espaces et des lieux de socialisation au travail, parce que ne risquent pas de limiter la mobilisation des travailleurs pour aboutir à un modèle autogestionnaire, parce qu'on a l'impression que de plus en plus le travail est séparé, que les gens ne sont pas dans des cadres collectifs, ils ne réfléchissent pas ensemble. Il y a de plus en plus de télétravail, de plus en plus d'entreprises qui ont des modèles d'externalisation du travail, etc. Est-ce que ça risque pas de limiter la politisation des travailleurs? Si, tout à fait. On le constate très clairement. Il y a une individualisation des rapports sociaux en entreprise qui est accentuée, effectivement, en particulier depuis le Covid, avec le développement du télétravail qui isole beaucoup de gens. Et puis par en fait les politiques sociales des entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire leur politique de rémunération, leur politique de distribution de primes qui sont de plus en plus individualisées, la place des syndicats qui est de plus en plus compliquée dans les entreprises. Donc effectivement, toute démarche collective est beaucoup plus compliquée aujourd'hui pour ces raisons-là que certains exemples que je peux donner dans mon livre. Mais en même temps, ce sont des exemples qui se passent quand même dans des moments de grande conflictualité nationale. Donc les gens qui se battaient à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué que de le faire aujourd'hui. Donc voilà, chaque époque a ses contraintes. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'est pas dans une période, il ne faut pas se le cacher, très propice à ce que je propose, bien sûr. Mais
Je pense que si on ne parle jamais de tout ça aux gens, on a encore moins de chances que ça puisse petit à petit avancer. Donc moi, mon objectif, c'est déjà, à ma modeste mesure, d'essayer de contribuer à ce que ces idées-là reviennent un petit peu dans le débat public, que les gens puissent un petit peu en entendre parler et se dire, voilà, on n'est pas forcément condamné à être dans une entreprise capitaliste, à être dominé sous cette forme-là. Il y a d'autres choses qui ont existé dans l'histoire. L'alternative entre le capitalisme ou un régime totalitaire, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui se sont passées. On peut faire d'autres choses et surtout, en tant que travailleurs et travailleuses, on est capable de diriger les entreprises. Et ça, c'est très important. Il y a aujourd'hui un fatalisme ambiant qui est pire, je trouve, qu'il y a une quinzaine d'années. Ça fait à peu près un peu plus de 15 ans que je fais mon métier. Un fatalisme sur le fait que c'est comme ça, finalement. On a les directions qui décident. Ce sont les actionnaires qui leur disent quoi faire, parce qu'en fait, les directions françaises ont peu de pouvoir réel. Souvent, la plupart des entreprises en France sont des filiales de groupes, souvent des groupes internationaux. Donc, finalement, on a l'impression d'être complètement dépossédé. En tant que salarié, et il y a un fatalisme en disant on ne peut pas faire autrement. Donc déjà, faire avancer des idées avec des exemples concrets sur ce qu'on pourrait faire, ça me semble utile dans la période. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé au début, mais c'est d'ailleurs toute l'idée de la collection Frustration extérieure qui libère, c'est l'accessibilité de ces idées-là au maximum de personnes. Il y a eu Saint-Luigi de Nicolas Framont et Bourgeois de Rob Graham, c'est maintenant du coup autogestion générale. Pourquoi la gauche radicale a du mal avec ces projets d'autogestion générale ? Est-ce que c'est une peur de justement de braquer d'éventuels soutiens plus modérés. Est-ce que, alors on est plus dans une question de stratégie politique, mais je me pose la question parce que je pense que l'aspect de la souffrance au travail généralisée, comme tu l'as décrite, est un enjeu électoral aussi qui pourrait être intéressant. Je pense qu'il y a un problème de fond, c'est que il y a une certaine distance des dirigeants politiques, en tout cas des grands partis qui ont incarné la gauche par le passé ou qui l'incarnent aujourd'hui, une distance vis-à-vis du travail. Et donc en réalité, le vécu quotidien des salariés est souvent, je trouve, un petit peu une abstraction intellectuelle pour eux. Ils n'y peuvent rien, mais comme ils n'ont pas travaillé en entreprise, ils ne l'ont pas vécu, pour la plupart. Après, on n'est pas obligé de vivre quelque chose pour l'analyser, je ne dis pas ça non plus. Mais je trouve que dans le monde politique, il y a quand même une distance qui est trop grande par rapport au quotidien au travail et du coup par rapport à la centralité de ce sujet. Donc ça, à mon avis, c'est un problème assez central. C'est-à-dire que dans les programmes politiques, on voit que l'amélioration des droits des travailleurs et des travailleuses, c'est souvent une ligne parmi d'autres dans un programme. Les programmes politiques, si on prend le programme du NFP, par exemple, il y a une accumulation de je ne sais pas combien de réformes dont on ne voyait pas vraiment la cohérence. Et les sujets du travail étaient là parmi d'autres choses, sans être plus importants, moins importants. Donc, alors qu'à mon avis, il faut qu'il y ait une centralité de ça, et ça, c'est un combat qui est difficile à mener. Et puis, par ailleurs, il y a une vision forcément dans les partis qui prétendent gouverner et pouvoir le faire à court terme. On en parlait tout à l'heure, il y a une vision forcément très étatiste de dire on va arriver au pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et le premier truc qui vient en tête, c'est des réformes assez classiques d'augmenter les impôts des entreprises, etc. Alors que essayer de modifier le quotidien au travail, c'est en fait plus difficile, c'est plus lent. Et donc je pense que voilà, ça imprègne moins. Mais il y a eu des périodes dans l'histoire où c'était plus le cas. J'évoque la période dans les années 60-70 où il y avait un parti qui s'appelait le PSU, qui est pas mal oublié aujourd'hui. Socialiste unifié, c'est ça ? Voilà, je me suis intéressé à ces textes de congrès, etc. Et c'est très intéressant. Franchement, c'est assez lumineux aujourd'hui. C'est l'idée qu'il faut améliorer, émanciper le quotidien au travail, parce que c'est dans la pratique quotidienne de ce qu'on fait nous-mêmes, en l'améliorant, en ayant des relations de travail plus émancipées, qu'on peut envisager un changement politique plus global, et non pas le contraire. C'est-à-dire que les partis aujourd'hui prennent toujours les choses d'en haut, on va changer les institutions, passer une 6e République, et ça améliorera le quotidien des gens. Alors qu'à mon avis, s'il n'y a pas déjà des tentatives d'émancipation par la population elle-même, si elle ne voit pas au quotidien qu'elle est capable de diriger les entreprises, qu'elle est capable de travailler de manière plus émancipée, finalement, on n'arrivera pas à changer les choses.
Est-ce que tu penses qu'il y a un manque tu as parlé du rapport au travail dans le monde politique, mais est-ce qu'il y a un manque aussi de bataille culturelle sur la question? Ça veut dire qu'on va sur cette question du travail, on va essayer de pas trop choquer le marché, on va pas essayer de faire. Il y a aussi une volonté, même chez la France Insoumise ou d'autres partis, d'aller chercher la respectabilité d'une partie des représentants du capital. Il y a, parce que là, je centrais mon propos sur le travail, mais bien sûr, le cœur du sujet, c'est que pour cette émancipation, il faut s'attaquer à la propriété lucrative du capital, donc vraiment au profit que se font les actionnaires. Et quand on s'attaque à ça, forcément, on a face à soi toute une armée d'institutions. C'est peut-être une sorte de taquilla économique. Enfin, on fait le mot préféré de l'extrême droite pour dire que les musulmans se cachent de ne pas être des islamistes. Peut-être que la gauche se cache pour ne pas faire peur justement au marché, au système médiatique, et se modère dans ses propos. C'est-à-dire qu'en fait, dans une dynamique électorale, on peut considérer qu'il ne faut pas trop faire peur pour essayer d'accéder au pouvoir. Pourquoi pas, je peux l'entendre, mais le problème, c'est qu'après, une fois qu'on est au pouvoir, il est plus facile d'abandonner toute perspective un peu radicale en disant, de toute manière, dans mon programme, je n'avais jamais dit que j'irais si loin que ça. Donc, mon problème, c'est à la fois la campagne elle-même, où je pense qu'il faut être plus radical sur ces sujets, et je pense que ça peut parler au plus grand nombre, comme on le disait, sur la question de la souffrance au travail. Et après, une fois au pouvoir, avoir certaines garanties que le programme sera appliqué, parce que même le programme actuel de la France Insoumise, si elle arrivait au pouvoir, elle aurait face à elle les marchés financiers qui augmenteraient les taux d'intérêt très rapidement, l'Union européenne qui, par ses traités, bloque un certain nombre de choses. Et donc, il faut être prêt à ça. Et donc, je pense que là, dans mon livre, j'évoque un certain nombre de mesures qu'il faudrait prendre pour permettre de faire cette socialisation progressive des entreprises que je défends. Et l'une des mesures, il ne faut pas se le cacher, c'est qu'il faudra sortir de l'Union européenne. L'Union européenne empêche de bloquer les mouvements de capitaux. Donc dès qu'on mettrait en place des mesures telles que celles que je défends, on risque vraiment d'avoir une fuite des capitaux très rapide, une augmentation des taux d'intérêt, etc. Donc il faut reprendre le pouvoir sur la monnaie. Il faut sortir de l'Union européenne. Ce n'est pas évident, j'en parle dans le livre sur comment est-ce qu'on pourrait faire. Faire tout ça. Bon, je comprends qu'en campagne présidentielle, on ne va pas défendre l'idée qu'on va créer une crise diplomatique parce que ça peut faire peur, mais en réalité, il faudrait en passer par là. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident, mais je pense que du coup, effectivement, ça contribue au fait qu'on a de plus en plus des programmes politiques qui sont de moins en moins offensifs sur la question du capitalisme. On voit bien, si on regarde les programmes progressivement entre le Front de gauche, puis la France Insoumise et évidemment encore pire, la NUPES ou le NFP, c'est de plus en plus modéré. Et je pense que c'est une erreur parce que même des réformes très modérées, l'Europe les bloquera, en réalité. Donc autant être radical, en fait. De toute manière, le grand patronat, les marchés financiers, l'Europe ne supportent pas même une petite hausse de la fiscalité, une amélioration du droit du travail. Même ça, ils ne l'acceptent pas. Donc autant y aller carrément, avoir une certaine radicalité, puisque de toute manière, cet affrontement aura lieu. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. Je rappelle, du coup, ton ouvrage « Autogestion générale, sortir du capitalisme, méthode » aux éditions Les Liens qui libèrent et Frustration Magazine, est disponible dans toutes les bonnes librairies. On peut le commander en ligne, j'imagine, sur le site de Frustration. Alors, sur le site des librairies, voilà, il est vendu très largement en France, Et avant de finir, je vous rappelle que nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels pour que l'on ne disparaisse pas de vos écrans d'ici le 30 juillet. Et pour que cette campagne démarre sur les chapeaux de roue, soyons fous, faites partie des 3 000 nouveaux donateurs mensuels dès cette semaine. Les dons mensuels sont également défiscalisables. Rendez-vous sur cap sur 10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous.